Moi, je suis prêt. Mais tu es prêt? Bah, très bien. Alors déjà, on va commencer par une petite présentation. Est-ce que Camille, tu peux te présenter aux participants, s'il te plaît? Oui, je m'appelle Camille Brunel et je suis journaliste et écrivain. Donc, j'ai publié 5 livres, un premier il y a 10 ans sur Lautréamont, et puis 4 depuis 2018, un roman d'aventure qui s'appelle La guérilla des animaux, et un texte sur le cinéma qui s'appelle Le cinéma des animaux, où j'étudie la représentation des animaux au cinéma. Et puis en 2020, j'ai publié deux livres aussi, un roman fantastique cette fois-ci qui s'appelle Les Métamorphoses et un roman young adulte, comme on dit, mais en fait pour moi c'est du pareil au même, chez Casterman, qui s'appelle Après nous les animaux. Et donc voilà, donc on voit un peu ma spécialité. Je suis aussi militant animaliste, engagé pour la cause animale. Et je pige pour un journal qui s'appelle Ouzbek Erika, que j'aime beaucoup. Voilà, c'est moi. D'accord. Alors, pour les participants, n'hésitez pas à réagir via la chatbox. Vous pouvez envoyer des textes, poser des questions à Camille pendant tout l'entretien. Et puis, voilà, n'hésitez pas voilà, à indiquer vos questions et puis on lui fera suivre. Ou même de toute façon, Camille pourra les voir également sur l'écran. Si on te dit que tu es inspirant, t'en penses quoi? Oh, bah, c'est beaucoup dire, mais après, je vais pas mentir, quand je suis devenu végétarien en 2014, je me suis interdit de faire ça dans mon coin. Et donc, j'ai voulu absolument que ça ait un impact et donc je voulais le partager avec les autres. Je voulais partager mes convictions sur la nécessaire refonte de notre rapport aux animaux avec un maximum de gens. Donc, en fait, l'objectif, c'était d'inspirer les gens. Donc, évidemment, quand on me dit que je suis inspirant, j'ai envie de dire oula, non, non, non. Mais en vrai, c'est quand même un peu l'objectif du militantisme et a fortiori des romans puisque j'ai dit dans pas mal d'interviews que j'avais écrit La guérilla des animaux pour inspirer les gens qui militent et pour leur faire sentir que le combat animaliste est légitime et et qu'il faut être droit dans ses bottes. Parce que quand on milite, alors que ce soit pour l'animalisme ou le féminisme, évidemment, on peut parfois douter, se dire que la tâche est trop grande, qu'on n'est pas à la hauteur. Et donc, voilà, clairement, mon bouquin, La guérilla des animaux, était écrit pour inspirer et faire sentir aux gens qu'ils ont raison quoi, de s'engager. Alors, en fait, habituellement, c'est un dispositif qui s'appelle Femme inspirante. Tu es le premier homme invité. Et généralement, les femmes, quand on leur pose cette question-là, sont toutes gênées et souvent n'osent pas dire qu'elles sont inspirantes. Je vois que quand on est un homme, apparemment, c'est plus facile de le dire. Bah écoute, ouais, j'ai 35 ans de virilité rugissante derrière moi, t'imagines. Mais ouais, non. Après, à mon avis, si tu demandes à Camille Froide-Vométrie ou Chloé Delhomme pourquoi elles sont inspirantes, elles vont être droites dans leurs bottes aussi, hein. Ok. Mais je On, comprends l'idée. on avait partagé un petit peu cet entretien en plusieurs parties. Donc, la première, c'était sur la fluidité des genres. Des genres. Ouais. Comment se mettre dans la peau d'une femme? Euh, Ouais, on avait retenu cette question-là parce que le personnage principal de mon bouquin fantastique, Les Métamorphoses, c'est une femme. Et alors après, c'est une question un peu rigolote ici parce que du fait. Alors, Emilien, je te remercie beaucoup de m'avoir suggéré, de m'avoir mis dans ce siège un peu trop grand d'homme inspirant, mais faut que les gens sachent que tu m'as suggéré parce que justement, on se retrouve du côté du militantisme animaliste. Et, mais après, il y a quand même des coïncidences qui font que j'ai peut-être un point de vue un peu décalé par rapport aux hommes, à la plupart des hommes sur le féminisme, du fait de mon prénom Épicène. Voilà, j'ai quand même passé aussi une bonne partie de mes 35 années de virilité rugissante à me faire entendre à m'entendre dire que j'avais un prénom de fille. Et, et donc, mon réflexe au début, c'était de dire, bah non, c'est pas un prénom de fille. Mais en fait, revendiquer le fait que j'étais pas une fille, j'ai dû le faire aller à l'école maternelle, quoi. Et puis au bout d'un moment, tu laisses couler, quoi. Donc les gens qui me disaient que j'avais un prénom de fille, ça me faisait absolument rien du tout. Donc défendre le fait que j'étais pas une fille, c'est quelque chose que j'ai abandonné très vite. Et ensuite, sur Twitter, et je vais répondre à la question sur comment se mettre dans la peau d'une femme, hein. Mais sur Twitter, j'ai pas mis de photo de moi.
parce que bon, au début, quand on va sur les réseaux sociaux comme ça, on montre pas son visage, tu vois, on est timide et enfin, on se protège quoi. Et donc, il y avait juste mon prénom. Et puis, en plus, j'avais choisi en photo de profil une actrice que j'aime bien, qui joue dans une série que j'aime bien. Donc, voilà. Résultat, les hommes me prenaient pour une femme, pour une jeune femme en plus. Et donc, j'ai vu que quelle que soit la teneur de mes tweets, les gens pensaient, et y compris les femmes qui me suivaient et qui lisaient ce que j'écrivais, pensaient très souvent que j'étais une femme. Et donc, quand j'ai vu l'envers du décor en fait de la condition féminine sur Twitter. J'ai vu des hommes me prendre de haut. J'ai fait l'expérience du mansplaining voilà, au premier degré. Ça veut dire que tu as vécu, par exemple, les dick pics qui sont malheureusement sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as vécu ça ou pas? Ça m'est peut-être arrivé une fois, ouais. Si, ça me dit quelque chose, mais tu vois, ça m'a pas marqué. On Mais avait quelques questions dans la chatbox de la part de Gaël qui demande comment une femme peut faire des hommes autour d'elle des alliés. ouais, alors ça, on y viendra. Mais alors juste, je voulais finir sur le comment se mettre dans la peau d'une femme, parce que finalement, comme on m'avait dit très souvent sur Twitter que ah bon, t'es un garçon, je m'en étais pas rendu compte, et ça venait de filles qui me disaient ça. Je m'étais dit bah je peux me faire passer pour une fille dans un roman sans faire d'efforts, sans me demander. Sans me poser de questions mystiques. Et en fait, évidemment, cette idée d'un mystère féminin est aussi un des piliers du patriarcat et une des raisons pour lesquelles on met les femmes à part. Donc, j'ai fait en sorte de ne laisser aucun mystère, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de mystère insondable. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai accordé les participes passés au féminin. Voilà, donc je me suis mis dans la peau d'une femme dans mon dernier bouquin en me contentant d'accorder les participes passés au féminin. Ce qui était un exercice, en fait, assez compliqué au début. Et résultat, maintenant, je le fais sans le faire exprès. Mais voilà. D'accord. Et c'est comment d'être un homme féministe, vegan dans un monde de mecs virils? Mais alors, attends, tu veux pas qu'on réponde à la question de Gaël d'abord? Ah oui, oui, on peut bien sûr, on peut bien sûr. Comment une femme Ou... peut-elle faire des hommes autour d'elle des alliés, oui. Oh. Je sais pas. Moi, je suis très entouré. Je fréquente plus de filles que de garçons. Voilà, j'ai beaucoup de. C'est une sorte de trope que j'ai depuis que je suis gamin. Est-ce que c'est pas dû Euh, aussi au milieu militant? Parce que le milieu militant féministe et puis vegan est plutôt féminin. Plus féminin, oui, mais j'ai fait des études de lettres avant et c'était déjà très féminin aussi. Et j'étais déjà plus proche des filles que des garçons qui jouent au foot quand j'étais à l'école, quoi. Donc, si, j'ai peut-être eu une passade putain, en sixième où je fréquentais les mecs qui avaient des blousons et qui se battaient, mais ça n'a pas duré, quoi. Mais du coup, pour répondre à Gaël, comment faire des alliés? Je pense que déjà, les garçons, il faut les faire lire. Il faut les faire lire, les Chloé Delhomme, les Chimamanda Ngozi Adichie. Il faut leur faire lire les Carol Adams et tout ça. C'est un truc de soft power, quoi, où on a été forgé pendant toute notre enfance et notre adolescence par des films qui étaient très bien, tu vois, des Indiana Jones, des James Bond et tout ça, mais qui étaient quand même, qui mettaient en avant l'homme séducteur, tout ça. Et ça nous configure le cerveau aussi puissamment qu'un discours militant. Donc, je pense qu'il faut orienter les gens vers les œuvres féministes. Mais ça peut être les derniers Star Wars, hein, qui mettent des femmes à la tête. À Disney, ils font très, très attention à la mixité. À mon avis, il y a un Disney mixité comme il y a un SNCF mixité. Et ils sont très, très influents, quoi, sur la psyché des gens, des jeunes, des ados et aussi des adultes. Donc j'aurais tendance à orienter les hommes vers. À- c'est toujours évidemment quelque chose d'extrêmement délicat de recommander des trucs aux femmes sur comment gérer les hommes, mais orienter vers le soft power plutôt que de prendre tout sur ses épaules. C'est ça le truc en fait. Parce que si on se retrouve à essayer d'expliquer aux hommes comment faire, on va se retrouver dans la posture de la maman ou de la celle qui explique et qui fait l'effort d'expliquer et tout ça, et c'est chiant. Et en fait, idéalement, il faudrait arriver à se comporter de manière aussi décomplexée que les hommes. Idéalement, il faudrait que les femmes puissent répondre aussi facilement que moi. Il faut quand on leur demande pourquoi elles sont inspirantes, tu vois, que ça devienne banal. Euh, donc, pas faire comme ferait un homme avec ses années de virilité rugissante derrière lui, là.
pour faire des alliés, quoi. Donc, pas se mettre dans la posture de la maman et orienter vers le soft power. Ouais. Acha nous dit dans la chatbox, est-ce que se mettre à la place d'eux ne serait pas justement la clé pour faire bouger les lignes ou l'empathie comme solution à nos difficultés? Si, il faut se mettre à la place d'eux, toujours. Oui, oui. Se rendre compte que on est. Disons que se mettre, quand on se met à la place des gens, ça nous oblige à réfléchir au cas par cas, à réfléchir par individu. On se met à la place de cette personne-là, non pas en tant que femme, non pas en tant qu'homme, ou non pas en tant qu'enfant ou qu'adulte, ou je sais pas quoi, mais en tant que phénomène vivant qui se perçoit comme sujet, etc. Et c'est évidemment quelque chose qu'on fait énormément quand on réfléchit sur les animaux, mais c'est valable aussi dans les relations entre humains. Et là où c'est important, c'est que ça nous amène à sortir des généralités. Ça nous amène à arrêter de penser par groupe, comme on dit dans le milieu militant, ça évite d'essentialiser. Puisque évidemment, le baiser de la mort, que ce soit du fait du spécisme ou du sexisme, c'est d'essentialiser l'autre et de dire bah, les autres sont tous comme ça. Et à partir du moment où on essaie de se mettre à la place de l'autre, de ce qui n'est pas nous, on se met quand même à sa place en tant qu'individu. On est obligé de se demander au cas par cas qu'est-ce qui fait que cette personne-là est particulière. Et du coup, ça désessentialise l'autre et en fait, ça le rapproche de nous. Je pense, c'est une théorie. Question qu'on avait préparée, on avait vu, y a-t-il un moyen de pression actuellement pour montrer qu'on est un homme hétéro-viril qu'avant? Est-ce que c'est plus facile? Plus facile de montrer qu'on est hétéro ou est-ce qu'il y a moins de pression? Est-ce qu'il y a moins de pression? Ah, bah ouais, enfin, j'en sais rien. Après, faut voir dans quel milieu, hein, ça dépend des milieux. Moi j'ai eu un père excessivement discret pendant mon enfance et mon adolescence, donc la pression de plaire à papa qui écrase la psyché de tout un tas de garçons quand même. Moi, j'en ai pas été victime. Mais après, impressionner papa, faire aussi bien que papa, tout ça, c'est des trucs qui sont hyper répandus chez des tas de gens, chez des tas de milieux. C'est encore probablement la majorité. Donc, euh, peut-être que aujourd'hui, justement du fait du soft power qui met en avant les femmes, qui met en avant des femmes de pouvoir, qui met en avant des femmes aventurières, comment on dit, qui lisse un peu les différences qu'il pouvait y avoir dans la fiction entre les personnages féminins et masculins. Ça peut aider à se dire bon bah je suis pas obligé de me prendre pour Indiana Jones pour exister, quoi. Justement, tu parles Donc c'est d'Indiana Jones et on a une question ouais. de Camille dans le chatbox qui demande, en tant que critique de cinéma, que pensez-vous du fait de ne plus promouvoir les films sexistes, justement comme James Bond ou Indiana Jones? Bah, on va pas arrêter de les promouvoir. Enfin, moi, je les promeux volontiers. En revanche, c'est sûr que faut les recontextualiser. On n'en parle plus pareil, quoi. Moi, le cinéma des animaux, ce bouquin sur les animaux au cinéma que j'ai écrit, ce que je fais, c'est que je reprends les films depuis le début. Et j'essaie de montrer qu'il y avait de l'animalisme en germe dans ces films-là. Et de montrer à l'inverse qu'il y avait des films qui étaient au contraire particulièrement spécistes. Mais on peut faire la même chose avec le féminisme, évidemment. Et il y a des films, enfin je pense, j'avais défendu à une époque, j'avais présenté un film de Jacques Demy. Pourtant, Jacques Demy, dans le genre cinéma de papa, ça se pose là quand même. Il faut marier les filles et basta. Et les marier avec papa parfois même. Mais j'étais allé présenter un de ces films qui s'appelle La Baie des Anges avec Jeanne Moreau. Et en fait, c'est un film où à la fin, la femme est rachetée parce que elle court après le mec qui va lui sauver la vie. Mais jusqu'à ces dernières secondes de cinéma, de film, c'était un personnage féminin assez avant-gardiste, puisque c'était Jeanne Moreau, une joueuse à Monaco, en fait, à Baie des Anges. Et donc, il y avait déjà quelque chose dans ce film-là. Donc, il n'y a pas des films qu'on va arrêter de promouvoir, on va juste les présenter différemment. Et c'est ce que fait, encore une fois, Disney Plus avec son, 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 son petit local mixité. Où ils contextualisent, ils mettent, plutôt que de retirer certains films du catalogue, ils ont mis avant, attention, il y a des stéréotypes raciaux et sexistes dans ces films. Tu as Alors, entendu parler de ça? ouais. Alors, Gaël a rebondi sur Disney justement en disant qu'il faut faire attention à cet exemple-là. Disneyland Paris, par exemple, a interdit il n'y a pas longtemps à une Australienne d'allaiter en public. Donc, Disneyland Paris? ouais, apparemment, ils sont pas si en avance que ça.
C'est chaud, j'ai pas du tout entendu parler de ça. Ok, Donc, elle précise, Yael, cette interdiction d'allaitement public fait réagir sur les réseaux sociaux. Ouais, je vais ok. intervenir là-dessus. C'est vrai, en fait, c'est juste paru, hein, il y a 1 heure ou deux sur les réseaux sociaux. Il y a un article du Parisien, c'est très, très récent. Et donc, justement, ils ont arrêté une touriste australienne qui allaitait sur un banc et une autre maman est venue s'asseoir à côté d'elle en solidarité pour un allaitement. Mais ils Et sont fous. Ok, ils ont juste fait savoir qu'il y avait des salles d'allaitement qui étaient prévues à cet effet, mais oui, oui, c'est vraiment un mauvais buzz. J'arrête mon intervention. ok, ok. Bon, bah, on va arrêter avec Disney 2 minutes alors. On va parler de la place des femmes dans la société. Mhm. Les prises de parole dans les rencontres. Comment les hommes peuvent aider les femmes à être visibles? Ah, oui, bah, d'abord, il faut se taire, hein. Alors évidemment, là, on est deux garçons en train de discuter en pleine journée de la mixité, mais c'est là qu'il faut rappeler que justement, il devait y avoir Acha avec moi, en face de Tout moi. à fait, qui devait piloter l'entretien. Voilà. Et effectivement, j'ai participé j'ai fait quelques Veggie Pride. J'étais, j'étais le CM de la Veggie Pride pendant 2-3 ans. Et donc, j'ai assisté aux journées de conférences qu'il y avait le dimanche. Et effectivement, on s'est bien rendu compte que les hommes levaient la main en premier dans 90% des cas. Donc, moi, quand j'avais une question, j'avais une règle très simple, c'était tant qu'une femme n'avait pas posé une question, je ne posais pas la mienne. Et puis, s'il n'y en avait pas qui posaient de questions, je ne posais pas ma question, et puis tant pis. Mais du coup, on s'est posé la question, le comité d'organisation de la Veggie Pride s'est posé la question de est-ce qu'on ne va pas être activement, est-ce qu'il ne faut pas être proactif dans la façon de mettre en avant les questions des femmes. Parce qu'effectivement, voilà, encore une fois, virilité rugissante, un garçon va lever la main et poser sa question beaucoup plus facilement qu'une femme. Donc, dire est-ce qu'il faut dire activement, messieurs, gardez la main baissée et priorité aux questions venant des femmes? Alors, ça va faire drôle, on aura l'impression que le monde est plus comme avant et qu'on s'impose des trucs, mais bon, quand il faut y aller, quoi. Et j'ai une amie qui essaie de monter un spectacle pour les collégiens, à destination des collégiennes et des collégiens sur le sexisme. Et on s'est dit que s'il y avait un débat par la suite, il faudrait dire aux collégiens de garder leurs questions pour eux et de laisser parler les filles d'abord. Tu vois. Et il suffit d'attendre, en plus, les questions, elles viennent. Donc ça veut dire Voilà. que les femmes, enfin les filles, même naturellement, effectivement, ne prennent pas la parole et donc il y a un travail à faire de ce côté-là. Ben, on leur a plus inculqué d'écouter. Ça fait plus partie des valeurs féminines, d'écouter, des valeurs maternelles ou je sais pas quoi, d'être dans l'écoute, alors que les garçons, on leur a dit il faut parler. Voilà. Et après, Donc on se retrouve avec des schémas inconscients, même pas volontaires, en ça- public, quoi. ça fait partie des missions des enseignants et tu étais un ancien enseignant, il me semble. Mhm. Oui, j'ai été prof de lettres pendant 7 ans, ouais, au Voilà. Et lycée. tu travaillais à déconstruire justement ces valeurs, hein, Bah inculquées oui, aux oui, hommes. oui, 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 bah oui, ça allait de soi. Moi, après, j'ai pas le souvenir d'avoir eu. En fait, ce qui se passait, en fait, quand on est prof de lettres et qu'on est un jeune homme, on se retrouve assez facilement avec des jeunes femmes qui ont envie de faire des efforts. Tu vois. Donc, j'ai jamais eu le problème d'avoir que des garçons qui voulaient participer parce que justement, les filles participaient beaucoup parce qu'elles voulaient l'attention du prof. Je pense que il y a ce truc qui fait que j'ai pas été confronté à des élèves qui s'écrasaient ou qui laissaient parler les mecs. Et puis surtout, j'étais dans les banlieues et j'ai vu des filles qui avaient pris l'habitude de tenir la tête aux mecs, donc elles levaient la main. Donc non, j'ai été beaucoup plus témoin de ça, des hommes qui lèvent la main en priorité et les filles qui attendent leur tour après, chez les adultes, pas au lycée, pas au collège. Non, non, vraiment. Il y a une question de Karen, mais comment avez-vous enseigné qu'il faut œuvrer pour la mixité? Bah, moi, j'ai démissionné en 2016, donc je militais. Euh, j'étais déjà dans une optique animaliste et féministe, puisque très vite, quand j'ai commencé à militer pour l'animaliste, la question de l'intersectionnalité s'est imposée comme une évidence, quoi. Comme l'animalisme et le féminisme étant, depuis toutes ces années-là, à mon sens, les deux combats les plus urgents dans nos sociétés, à égalité.
Et donc, à l'époque, déconstruire tout ça, je ne le faisais pas. Je pourrissais vertement les comportements sexistes, oui, parce que justement, ayant fréquenté des femmes depuis très longtemps, c'est pour moi une donnée de base qu'elles ont quand même une vie qu'elles l'ont nettement moins facile que les garçons et qu'elles doivent être soutenues plus. Et donc, j'étais très spontanément, dès que j'ai été prof, euh, très, très dur avec les comportements sexistes. Mais à l'époque, je ne suis pas sûr que j'appelais ça des comportements sexistes dans ma tête. Hein. Pour moi, c'était juste les garçons qui embêtent les filles, et il fallait que je les écrasais, quoi. Est-ce que Acha nous demande si tu peux nous expliquer ce qu'est l'intersectionnalisme? Ah, l'intersectionnalité, c'est reconnaître que différentes luttes ont un ennemi commun. Donc, c'est l'antiracisme, l'antisexisme, l'antispécisme, qui reconnaissent que dans les oppressions sexistes, spécistes et racistes, il y a des schémas, des logiques, des façons de penser communes aux oppresseurs. Le schéma de réflexion de l'oppresseur est le même qu'il opprime une personne racisée, une femme ou un animal. Voilà. Et qu'à partir du moment où on essaie de dynamiter ce schéma d'oppression, eh ben, on est forcément en train d'essayer de dynamiter les autres aussi. Mais d'ailleurs, nous avons reçu Isabelle Attard il y a quelque temps, qui est une ancienne députée, et Isabelle, effectivement, se déclare écoféministe. Ouais, Et en voilà, fait, c'est ça. écoféministe, c'est ça, c'est la convergence des luttes. Et effectivement, elle est forcément animaliste, elle est forcément féministe. Donc, on peut résumer ça. Finalement, tu es un écoféministe. Ouais, oui, oui, complètement. C'est une façon de dire que le monde a été ravagé. C'était pas des femmes qui conduisaient les pelleteuses, quoi, ni les chalutiers. C'est ça. Et une petite question, après le mouvement MeToo, tout le monde a entendu parler, il y a des hommes qui ont du mal à se placer après, depuis ce mouvement. Toi, comment tu te sens? Toi, peut-être que ça n'a rien changé? Ben, non, ça a rien. Enfin, ça a changé que je suis content de voir que les femmes prennent la parole et que le patriarcat et l'ancien monde tremblent sur ses bases encore plus qu'avant. Parce que c'est un monde que j'ai envie de voir se casser la gueule aussi, pour plein de raisons. Non, moi, voilà, comme je te disais, c'était du fait de fréquenter, surtout, alors parce que j'ai fait des études de lettres, parce que j'ai été élevé par ma mère avec ma sœur, parce que ensuite, milieu animaliste, majoritairement féminin, mais ça a toujours été une donnée de base, comme je disais tout à l'heure, pour moi, que les femmes avaient une expérience du réel qui était beaucoup plus litigieuse, on va le dire, avec un euphémisme, que les hommes. Et que donc, il fallait se battre pour ça. Donc, MeToo, j'ai juste vu un énorme abcès se crever, mais ça n'a pas été une révolution copernicienne dans ma tête. Non. On a une question là de Floriane qui rebondit sur ce que tu as dit tout à l'heure. Uh-huh. Et elle se pose la question, est-ce que tu étais libre d'exprimer ta position animaliste, féministe dans l'éducation nationale? Ou Ouais, est-ce qu'il y ouais. a eu des rappels à l'ordre? Bah, j'ai eu un rappel à l'ordre et j'ai démissionné. Ah d'accord, c'est suite à ça. Ouais, ben, disons qu'au début, quand on commence, on est très, très fliqué et surtout, quand ils forment les profs, ils leur inculquent qu'il faut tout fabriquer soi-même, donc il faut faire les séquences de A à Z soi-même et en même temps, il faut suivre le programme. Donc c'est des trucs plutôt antinomiques parce que si tu suis le programme, bah, tu vas pas t'emmerder à tout fabriquer toi-même, tout est dans le manuel. Et voilà, donc c'était compliqué. Puis au bout d'un moment, quand j'ai compris que, en fait, au bout de 2-3 ans, les gens se contrefoutaient de ce qui se passait dans la salle. Et c'est vrai, hein, ce qui remontait, en fait, c'était quand les élèves commentaient. Mais si ça se passait bien, que le boulot était fait et que les élèves étaient contents, il ne se passait rien. Et pour se faire inspecter dans l'éducation nationale, il faut ramer. Hein. Donc au bout d'un moment, quand j'ai compris que finalement ça se jouait entre les élèves et moi, j'ai décidé de faire ma sauce. Et puis c'est le moment où on devient un vrai prof, en fait. Le moment où on arrête de se demander si on suit bien le programme, si on respecte bien les règles et où on met en avant, en fait, la transmission de ce qui nous semble important et qu'on est dans le rapport entre nous et les élèves sans qu'il y ait le gros Comintern au-dessus de la tête. Est-ce que tu suis le programme?
Alors, c'est évidemment, on conduit les élèves vers des examens, donc il y a certaines règles à continuer de respecter, à l'évidence. Mais mes 2 dernières années, peut-être bien mes 3 dernières années, donc j'ai démissionné en 2016, je finissais systématiquement mes années avec les lycéens et lycéennes sur l'étude de l'argumentation. Et évidemment, on travaillait sur l'animalisme. Je leur faisais travailler en particulier on faisait un parallèle entre la façon dont Voltaire dénonçait l'esclavage dans Candide et dont Blackfish dénonçait la captivité des orques au Marineland. Et on essayait de voir les ponts qu'il y avait, et c'était hyper intéressant, évidemment. Et puis, en fait, ce qui s'est passé à la fin, ma dernière année, c'est qu'un jour, il y a eu un cirque avec des animaux, avec des éléphants, qui est venu dans le village où j'enseignais, en banlieue, donc c'était à Atis-Mons. Et c'était un cirque qui avait déjà eu des démêlés avec la justice. Donc j'ai dit à mes élèves, écoutez, on va faire de l'argumentation appliquée. Vous vous demandez à quoi ça sert de faire des dissertes et des devoirs d'invention. Et ben voilà, vous allez écrire une lettre à la maire du village. J'irai transmettre les lettres à la maire et vous expliquer pourquoi ce cirque avec des éléphants a rien à foutre à Atis-Mons. Toutes mes 2 classes de seconde, 60 élèves se sont pliés à l'exercice. Il y en a juste un qui a fait le malin, qui a dit qu'il était pour, mais tu vois, statistiquement, c'était inévitable. Et je me suis pris un rappel à l'ordre du proviseur. J'ai démissionné juste après. On a eu beaucoup de cas également d'enseignants qui faisaient venir L214 dans les classes et qui ont été rappelés à l'ordre, alors que par contre le lobby de la viande est accueilli à bras ouverts. Mais oui, non, mais c'est scandaleux et il faut continuer de le faire. De toute façon, pour que d'ici que l'éducation nationale vous mette à pied, quand on voit comme ils sont en rate de prof, il faut vraiment chercher les emmerdes. C'est pas en invitant L214 qu'on va avoir des problèmes. Donc toi, tu penses que les enseignants ont raison et ils doivent continuer. Oui, les enseignants doivent continuer de montrer aux élèves que les cours, que ce qui se passe dans l'école, c'est lié au réel. Et ça donne une valeur inestimable à ce qui se passe dans la salle de classe. Le problème, c'est le moment où on perd les élèves, c'est quand ils ont l'impression de travailler juste pour avoir le bac. Là, c'est nul. Donc oui, évidemment, il faut faire venir des gens de l'extérieur. Et tu vois, Karen te répond, c'est très dommage d'avoir démissionné, car nos enfants ont besoin de professeurs libres de penser et d'enseigner. Mais je continue de travailler avec les jeunes. C'est juste plus avec l'éducation nationale. Alors, on a plusieurs messages qui sur la mixité. J'ai Camille qui a indiqué quel regard portez-vous sur les rapports hommes-femmes tels qu'ils sont actuellement? Un regard très critique. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'hommes et malheureusement beaucoup de femmes aussi qui ne voient pas le problème, qui ont l'impression que c'est bon, on est dans la meilleure civilisation possible. La France des droits de l'homme, les Lumières, c'est bon, on a fait le boulot. Mai 68, libération sexuelle, c'est fait. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Et en fait, pas du tout. C'est juste des gens qui ont peur de l'ampleur de la tâche, qui ont peur de reconnaître que les féminicides, c'est quelque chose de systémique. C'est pas juste des meurtres. Et puis des meurtres, il y en aura toujours, on n'y peut rien. Donc c'est il y a des gens, je pense, qui ont peur de reconnaître qu'on est encore une société d'arriérés, que ce soit dans le rapport dans la façon d'aborder la féminité en public. Cette affaire, encore une fois, qu'on n'est encore pas sorti de ce que certaines féministes appellent la culture du viol, évidemment. Et puis, alors, je ne parle même pas du rapport à l'animal. Mais donc, oui, il y a encore des gens qui ne voient pas le problème et il faut leur expliquer que s'il y a un problème et que ce n'est pas grave, on va s'en occuper et on va faire en sorte de le résoudre. Ouais. Y a Gaël qui nous demande la cancel culture est-elle importante pour avoir une mise en avant d'un matrimoine? Est-ce qu'on a besoin de la cancel culture pour justement mettre en avant le matrimoine? Ouais. C'est délicat parce que c'est toujours difficile de promouvoir quelque chose qui se substitue à la justice officielle. Excuse-moi de te couper, il y a Floriane qui demande la cancel culture, qu'est-ce que c'est? Cancel culture, c'est quand on n'attend pas que la justice ait fait son boulot pour dégager quelqu'un. Parce que justement, du fait des manquements de la justice officielle, de toutes les fois où des gens ont été défendus par des avocats qu'ils avaient payé cher et où ils ont du coup eu des peines qui étaient absolument ridicules comparées à ce qu'ils ont fait, à ce dont ils étaient coupables. La cancel culture, c'est dire ok, la justice, elle n'a pas eu envie de te punir, mais les gens, en public, on va t'ostraciser.
Donc, ok, tu n'es peut-être pas coupable officiellement, tu as peut-être été bien défendu, tu as eu un bon avocat, c'est bien, mais tu ne viendras plus dans mon festival, tu n'écriras plus dans mon magazine, tu vois. C'est utiliser des moyens de châtiment, en fait, qui ne dépendent pas de la justice. Donc, ça frise le côté obscur de la force, quand même, la cancel culture. Mais comme Star Wars l'explique très bien, alors pardon, je suis revenu chez Disney, mais il y a des gens très bien qui frisent le côté obscur de la force, quoi. C'est pas se revendiquer de la lumière en permanence, c'est problématique aussi. Donc la cancel culture, c'est, Florian tu demande vois, si c'est comme Monsieur Ménès dans le monde du journalisme. mais ouais, tu vois, Ménès, si on attend qu'il y ait eu qu'il y ait une condamnation officielle de ses propos, il sera toujours au boulot et il gardera toujours sa place de gros dégueulasse à la place de femmes qui feraient beaucoup mieux le boulot que lui et qui ne seraient pas dégueulasses. Donc, il a eu des propos publics qui étaient ouvertement sexistes, et donc on ne va pas attendre, voilà, qu'il y ait... et je pense que c'est bien, effectivement, que ce mec-là, à un moment donné, se fasse cancel. Quand il dit, écoute, c'est bien, tu as eu ta chance, tu as fait n'importe quoi, maintenant, de côté, tu laisses passer les autres. C'est comme le Christophe Girard, je veux dire, qui était à la mairie de Paris et qui était copain avec un pédophile avéré. Et encore une fois, ce n'était pas des soupçons. Le Matzneff, il le revendiquait d'être pédophile. Et le Girard, il était proche de lui. Donc encore une fois, juridiquement parlant, c'est pas légal de vouloir punir quelqu'un parce qu'il est pote avec un pédophile. C'est pas un crime en soi, mais ça a du sens quand même de dire à quelqu'un qui a des affinités avec un pédophile, écoute, tu laisses ta place, tu dégages. Il y a des gens, des femmes probablement, qui feront très bien le boulot à ta place et qui seront pas copines avec un pédophile. Donc toi, tu laisses la place. Et donc ça, évidemment, il y a des gens que ça énerve énormément, mais ça me paraît la moindre des choses. C'est comme cette affaire ça devrait être la moindre des choses d'avoir un casier judiciaire vierge pour faire de la politique, quoi. C'est un peu la même idée. Complètement. Donc pour toi, le féminisme, c'est quelque chose d'utile, hein. Oui, Et est-ce que les femmes doivent être féministes? oui, Ouais, bah ouais. aussi. Ouais, bah encore une fois, c'est une position un peu craignos d'être un garçon et de dire il faut que les femmes soient ci, il faut que les femmes soient ça. Mais je vois pas comment on peut être pour sa propre oppression, quoi. Alors après, hier au zapping, il y avait une femme qui était pro Zemmour. Elle disait c'est parce que j'aime bien les trucs durs, j'aime bien les hommes fermes. Je pense on peut aimer un peu de fermeté et d'autorité sans être pour autant contre soi-même, quoi, pour l'oppression de ses semblables. Donc oui, si, les femmes doivent être féministes à l'évidence. Les hommes, en revanche, oui, aussi, bien sûr, mais je ne suis pas de ceux qui pensent qu'un homme peut être féministe. Je pense que c'est très bien de dire qu'on est allié. Tu vois, moi, je me considère comme un allié. Voilà, parce que, évidemment, je suis en train de parler depuis une heure là, mais c'est parce que c'est les journées de la mixité, c'est exceptionnel. Mais se dire en tant qu'homme qu'on est féministe, c'est dire que notre voix a autant d'importance que la voix des femmes. Et c'est impossible, parce qu'on n'est pas concerné, quoi. Donc Mais les non. femmes ont besoin, mais les femmes, effectivement, ont besoin quand même de l'aide des hommes, sinon Mais, elles mais, pourraient y mais ce qui est arriver. intéressant, c'est que l'aide des hommes, dans ce cas particulier, passe par le fait que les hommes se taisent. Il y a une remarque d'achat qui disait, tu disais tout à l'heure, ce que n'étaient pas les femmes qui conduisaient les pelleteuses ni les chalutiers. Ouais. Est-ce une question de nature? Donc, entre parenthèses, par nature, les femmes seraient meilleures, avec Non. des guillemets, ou c'est une question de culture? Non, non, c'est une question de culture, ça va avec le patriarcat. C'est l'idée, on associait les femmes à la nature. Genre, la femme, c'est la mère nourricière, c'est la sauvageonne, c'est voilà, par opposition à l'homme qui est la culture, la technologie, le pouvoir, etc. Et donc, c'était de la même manière qu'on justifiait que les hommes dominent les femmes, on a justifié que les hommes dominent la nature, c'est-à-dire les océans, les forêts, etc. C'est ça, en fait, l'écoféminisme, c'est de voir qu'il y a la même réflexion patriarcale derrière l'exploitation des femmes et l'exploitation des ressources naturelles. Voilà. Est-ce que l'humanisme est antinomique au féminisme?
Ah merde, j'avais dit que je réviserais l'humanisme. Non, je sais pas. Je suis assez sceptique vis-à-vis de l'humanisme. Voilà. Parce que on a tendance à en faire une sorte d'âge d'or de la pensée. Mais que je sache, les gens qui ont colonisé les Amériques, ils avaient lu les humanistes, quoi. Je regarde passer un énorme héron devant ma fenêtre, pardon, ça me déconcentre un peu. Mais non, si, l'époque humaniste était absolument pas antipatriarcale. Faut pas les faire passer pour des féministes, les humanistes, quoi. Mais il y a une étincelle dans l'humanisme, évidemment, qu'il faut réutiliser, qu'il faut agrandir. C'est-à-dire que l'humanisme tel qu'il a été conçu au XVIe siècle, c'est comme Windows 91, quoi. On ne va pas s'en servir en 2021. Donc c'est un bon logiciel de base sur lequel s'appuyer, mais c'est plus suffisant du tout aujourd'hui. Voilà. Et donc j'aurais plutôt tendance à me réclamer de l'égalitarisme en général, plutôt que de l'humanisme qui est encore très connoté pensée d'homme, quoi. Bien sûr. Et si tu étais une femme pendant 24 heures, tu ferais quoi? Oui. Alors, quand on pense à Joey qui dit qu'il se regarderait les seins pendant 24 heures, évidemment, dans Friends. Mais non, moi, en fait, je pense que j'aimerais bien aller à une réunion en non-mixité, du coup, pour 24 heures. Il y a un truc que je ne peux pas faire en étant un homme, c'est d'aller aux réunions en non-mixité. Et étant curieux de nature, j'en profiterai peut-être pour aller à une réunion en non-mixité Et de sinon, 24 heures. Et ta vie, comment elle aurait été si tu avais été une femme? Tu aurais été exactement pareil? Non. Je pense que si j'avais été une femme, je pense que j'aurais moins voyagé ou pas voyagé de la même manière, déjà. Parce que j'ai voyagé beaucoup tout seul. Tu vois, je suis allé au Mexique. Je suis pas sûr que je serais allé au Mexique si j'avais été une femme. Voilà. Je pense que j'aurais moins voyagé. Et puis après, j'ai 35 ans, j'ai pas d'enfant. Est-ce que ça aurait été le cas si j'avais été une femme? Je me serais peut-être posé, tu vois. Voilà. Même si tu te serais pas posé la question, on te l'aurait posé en fait la question. Bah, on me l'aurait posé très jeune, donc je l'aurais peut-être intériorisé. J'aurais peut-être eu peur de pas pouvoir. Et oui, qui est une peur qu'on commence à avoir en tant que garçon aussi à 35 ans, puisqu'évidemment, en plus, ils nous racontent que depuis la génération de nos grands-parents, on produit pas de spermatozoïdes ou je sais pas quoi. Donc déjà, quand en tant que garçon, on se pose la question, à mon avis, en tant que fille, je me la serais posée aussi. Encore plus tôt. Donc, peut-être que j'aurais pas été disponible pour répondre à vos questions aujourd'hui. Et si tu étais une devise ou un mantra, est-ce que tu avais un petit peu pensé à ça? Tu en avais préparé dans le Ouais, quotidien? non, j'ai pas trouvé de phrase qui claque, mais je pense que ce serait quelque chose sur le pouvoir et de l'idée que le pouvoir est absolument sans valeur s'il ne sert qu'à se protéger soi. Hop, je reprends les chatbox. Tout à l'heure, on avait un message. Hop, clac. Bon, je ne retrouve plus le message, mais j'avais noté. Est-ce qu'il y a un livre qui t'inspire et que tu Ah, pourrais nous conseiller? oui, il y en a plein, il y en a Hormis les tiens. vraiment. Ouais, non. Je sais pas, moi, il y a un auteur qui m'inspire beaucoup en ce moment, c'est Carl Safina. Donc, je parle de lui absolument tout le temps et partout. Carl Safina, c'est un éthologue américain qui vit à New York. Tiens, regardez, j'ai un bouquin là. Qu'est-ce qui fait sourire les animaux? Et le deuxième, il l'a sorti il n'y a pas longtemps, c'est À l'école des animaux. Voilà. Donc ça m'inspire beaucoup parce que il parle des animaux comme personne et il en parle, il les connaît, quoi. Il les fréquente sur le terrain, les cachalots, les éléphants, les orques, les bonobos, les perroquets. Il étudie les sociétés, il étudie les relations interindividuelles et il éclaire en fait les ponts qu'il y a entre les animaux et nous, cognitivement parlant. Pas seulement sur la société, mais il montre qu'on a les mêmes façons de réfléchir, fondamentalement et profondément.
qui montre qu'on a les mêmes émotions, même certaines façons de concevoir l'avenir. C'est étonnant, c'est absolument merveilleux et c'est scientifique. Donc, c'est extrêmement inspirant. Ceci étant dit, il y a un livre que j'ai systématiquement sous la main quand j'écris les miens, c'est Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, qui est quand même une grande animaliste et féministe bien sûr, mais animaliste aussi devant l'éternel, puisque c'est elle qui a converti Brigitte Bardot, alors paix à son âme, hein, mais qui a converti Brigitte Bardot à la cause des bébés phoques. Mémoire d'Adrien est un texte que je trouve d'une beauté sans pareil, et quand j'écris, je l'ouvre, j'en prends 4 phrases et je peux écrire pendant des pages, quoi. C'est un carburant absolument merveilleux. Je ne sais pas si tu connais Pascal Pic. On l'a accueilli ce matin lors de la matinée. C'est un anthropologue et justement, il nous parlait des différences entre les hommes, les chimpanzés, les bonobos. C'était vraiment inspirant. Donc, je pense qu'il y a des personnes d'ici qui ont dû assister à sa conférence de ce matin. Bah oui. Donc, Safina et Yourcenar pour moi, clairement. Ok. Et il y a une personne qui t'inspire, que ce soit homme ou femme? Ouais, il y en a plein, évidemment, bien sûr. Mais, en ce moment, j'écris un bouquin sur une personne en particulier. Donc, on va dire que c'est elle qui m'inspire. C'est une jeune femme qui vit au Mexique. Mais je pense que Jane Goodall est très inspirante parce qu'elle est extrêmement sereine. Elle est calme. C'est un monolithe, quoi. Jane Goodall, qui est primatologue et anglaise. Ouais, qui est une rockstar, quoi. Mais elle a une sérénité et une rectitude, ça existe. Mais elle est droite, quoi. Elle sait ce qu'elle dit, elle sait ce qu'elle sait, et elle a été. Le fait d'être droite dans ses bottes comme ça qui a fait qu'elle a pu révolutionner la perception qu'on avait des animaux dans les années 70, quand elle a étudié les chimpanzés. Avec Dian Fossey aussi. Avec Dian Fossey et avec Birute Galdikas, qui étudie encore les orang-outans sur Bornéo aujourd'hui. Donc, ouais, les primatologues, j'aurais tendance, ces trois-là. Ouais. On a Claudine André aussi, qui actuellement fait un travail sur les bonobos également. Je ne sais pas si tu Oui, qui a son association en RDC. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a une musique qui t'inspire, que tu nous conseilles? Je m'en voudrais de vous conseiller ce que j'écoute, mais non, mais c'est parce que moi, ce qui m'inspire, ce que j'écoute quand j'écris, c'est du Hans Zimmer, c'est des musiques de films, quoi. Et j'aime bien en particulier la bande originale de Hannibal. C'est une sorte de mélange de Bach et d'opéra romantique et de musique de cinéma comme on la connaît, quoi. Donc mon dernier bouquin, je l'ai écrit en écoutant beaucoup de Hans Zimmer. J'écoutais Hannibal, j'écoutais Interstellar. Pas très original, hein, mais ça me fait écrire. Et c'est bien parce que tu nous parles justement du cinéma. Et la prochaine question, c'est est-ce qu'il y a un film qui t'inspire? Il y a les films qui m'inspirent, c'est les films très virtuoses. Il y a un truc virtuose à tout point de vue, que ce soit dans l'écriture, l'interprétation, la réalisation, la technique. Voilà, je suis un gros friand de virtuosité et du coup, j'aime bien les films hollywoodiens quand ils sont bien faits. Un truc comme Rogue One, par exemple, le Star Wars qui est sorti en 2016, là, qui raconte comment ils ont téléchargé les plans de l'Étoile Noire. C'est virtuose à tout point de vue, c'est magnifique. Et quand je finis ça, je me dis qu'il faut arriver à faire aussi bien que ça. Ou genre le Roi Lion, tu vois, l'adaptation qui est sortie il n'y a pas longtemps du Roi Lion, avec les effets spéciaux magnifiques, là. Oui, le truc en film photoréaliste. Je trouve ça, il y a une recherche de la perfection de chaque image, et ça me donne envie de faire au moins aussi bien, quoi. Donc, c'est très inspirant. Ou les séries, tu vois, Mandalorian. Et pareil, il y a une recherche de la précision qui est très, très hollywoodienne, bien sûr, et ça a son mauvais côté, ça a son côté obscur aussi, puisque à terme, ça peut faire des trucs très formatés, complètement insipides et dégueulasses. Mais quand il y a un artiste qui s'empare de ce carcan-là et de cette précision-là, ce qui est à mon sens le cas de Rogue One ou de Mandalorian, ça devient très joli et très inspirant. Et une œuvre qui t'inspire? Et c'est-à-dire ni un film, ni une musique, Tout à fait. Ouais. J'y ai réfléchi et j'aime beaucoup les tableaux de Gustave Moreau. Les tableaux, c'est du symbolisme, c'est la fin du 19e siècle. Et c'est quelqu'un qui est devenu connu pour ses tableaux de Salomé, ce personnage de femme fatale dans la Bible qui a fait décapiter le prophète Jean-Baptiste. Et donc, il est devenu célèbre avec un tableau il est célèbre avec un tableau où la tête de Jean-Baptiste revient hanter Salomé, qui s'appelle l'Apparition. Mais en fait, cette scène-là, il l'a peinte des dizaines et des dizaines de fois.
et il peignait des chimères, il peignait des dieux grecs, des cyclopes, des naïades, et c'est intéressant et c'est inspirant, et parce que c'est un personnage intéressant. J'aimerais bien me pencher un peu sur lui, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui avait peur des femmes. C'est un personnage assez intéressant. Bah oui, Salomé, c'est la femme castratrice, quoi, qui décapite. Tu vois. Il y a Acha qui rebondit en disant il faut aller au musée atelier de Gustave Moreau dans Ouais, le 9e, hein. C'est absolument ouais, canon. ouais, il faut y aller. C'est très beau. Pour finir, on a 2 questions dans la chatbox encore auxquelles on n'a pas répondu. Donc, Florian demande quelle est selon vous la prochaine chose à faire concrète pour un réseau comme SNCF Mixité? Si tu as des conseils, des tips à nous donner. Ben, moi, mon expérience de la SNCF, c'est les trains et dans les trains, il y a autant de contrôleurs que de contrôleuses et de chefs de bord que de chefs de bord. Enfin, à mon sens, après, peut-être que ça reste encore à égaliser tout ça. J'ai peut-être l'impression qu'il faut montrer aux petites filles qu'elles peuvent piloter les trains aussi, parce que c'est encore très, très genré, ça, les jouets et les trains. C'est vrai. On offre des trains aux petits garçons et pas aux petites filles. Donc ça peut... Alors que je vous garantis que si j'offre un train électrique à mes 2 nièces, elles seront comme des oufs. Elles sont très heureuses avec ça. Et Je le c'est ferai vrai que peut-être souvent, un jour, d'ailleurs. pour le grand public, effectivement, on pense souvent aux contrôleurs et aux conducteurs. Après, quand on est à la SNCF, on sait qu'il y a énormément de métiers techniques à la SNCF. Mm. Et c'est vrai que le grand public ne connaisse pas. Et il y a très peu de femmes qui postulent d'ailleurs. Et c'est une des missions de SNCF Mixité, c'est de pousser les femmes aussi à postuler sur ce genre d'emploi. Bah oui, Euh, d'autant que les travaux techniques, c'est pas des trucs... Enfin, j'ai du mal à imaginer qu'il faille nécessairement être un homme de 2 mètres. On pose pas les rails à la main non plus, quoi. non, non, voilà. On n'a plus le charbon non plus à mettre dans la locomotive. Donc, Ouais. y a Karen qui nous demande, pouvez-vous expliquer pourquoi animalisme et féminisme sont-ils intimement liés pour vous? Vous avez parlé de combat et égalité tous les deux, c'est troublant. Ouais, c'est vrai que c'est... parce que la consommation de viande est, dans notre société, intimement liée à la virilité. Manger de la viande, c'est être un homme, c'est être fort. Et la publicité joue énormément sur l'idée, sur la sexualisation de la viande, en fait. C'est-à-dire que les femmes sont associées à la viande. Et les femmes le racontent quand elles ont été victimes d'agressions. Elles disent: j'ai eu l'impression d'être un morceau de viande. Et donc ça, tous ces liens-là sont très souterrains, hein. Donc que ce soit la femme qui est présentée comme un aliment qu'on va donner, ou dans les pubs pour la viande, par exemple, on va mettre une femme désirable ou sexualisée, tu vois. Donc on va s'adresser aux hommes. Ou dans les images où l'animal qui va être mangé va porter des porte-jartelles, faire un clin d'œil, porter une robe, etc. C'est quelque chose qui est très répandu. Et voilà. Et donc tous ces liens-là sont défendus, démontés, expliqués dans un bouquin absolument fondamental qui s'appelle La politique sexuelle de la viande de Carol Adams. Et c'est un livre qui date des années 70, hein, c'est vieux, mais elle travaille encore aujourd'hui. Et voilà, et elle explique que ouais, voilà, viande et virilité sont intimement liées, que les femmes sont associées à la viande dans bien des cas, et que du coup, quand on déconstruit la nécessité de consommer de la viande, la nécessité d'exploiter les animaux, on déconstruit en fait du même fait la culture du viol, l'idée qu'on peut disposer du corps des femmes. Il y a Floriane qui nous dit qu'elle est maman de 2 petits garçons et elle se demande comment les accompagner pour grandir dans le respect de chacun et chacune, les laisser libres d'aimer le foot ou le rose, d'assumer le fait de vouloir faire le métier qu'ils veulent, même si le métier est connoté. Est-ce que tu as un petit conseil à donner à Floriane? Oh là là, bah, je sais pas, moi je suis pas parent et je suis un garçon. Alors, Mais mais toi, tu as comment fait le je choix. ferais? Oui, oui, comment je ferais si j'avais deux gosses là, comme ça, tout de suite, maintenant. Mais non, donc le soft power à fond, leur faire mater Ladybug sur Netflix, parce qu'ils vont sûrement penser que c'est une série pour les filles, alors que pas du tout. C'est vraiment bien. Et non, puis après, je suis pas, je sais pas s'il faut leur mettre du vernis, leur faire porter du rose. Enfin, faut qu'ils fassent ce qu'ils veulent, évidemment. Mais si on sent qu'ils commencent à répéter les mêmes mantras
de la proto-virilité chez les enfants, quoi. Tu vois, genre les filles c'est nul ou ce genre de truc. Leur expliquer que si les filles c'est nul, les garçons aussi, quoi. C'est Bon, pareil. Florian rebondit en disant qu'ils adorent justement Miraculous. Donc ça tombe Ah bien. yes, Toi, bon tu bah ils sont sauvés. avais le bon exemple. Donc n'hésitez pas, on est sur la fin de l'entretien, on a 59 minutes exactement, donc on avait dit une petite heure. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser à Camille. Sinon, ces ouvrages, la plupart de ces ouvrages sont encore disponibles en librairie et puis dans les bonnes, voilà, et dans les bibliothèques. Ah bah puis après ça se commande évidemment. Exactement. Bon, il n'y a pas d'autres questions. Bon, en tout cas, on va te remercier, Camille. Ouais. Euh, on transmettra le lien à tout le monde pour pouvoir faire le replay, pour ceux qui n'ont pas pu voir le début peut-être. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé cette heure. Bah merci à vous, c'était très flatteur et très inspirant pour le coup. Merci Camille. Bonne journée à Merci. toi. Vous Merci aussi. à Au revoir. tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir à tous.